j'espère que je vais commencer et puis on va espérer que le public arrive un petit peu plus tard. Vous voulez lancer l'enregistrement, monsieur Bozina? Oui, c'est fait. Très bien, merci. Nous voici pour notre rendez-vous en visioconférence aujourd'hui sur le métier de consultant en informatique. Un rendez-vous pour présentation, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour rencontrer un professionnel. Donc présentation, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet de rencontrer des professionnels quand on est jeune, quand on est élève, quand on est sans solution. Nous proposons dans un premier temps des rendez-vous hebdomadaires sur l'ENT, mais aussi des rendez-vous dans les établissements scolaires. Ici, plus tard, vous pourrez avoir accès au replay des vidéos qui sont faites. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce qui va être dit. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis on va démarrer. Donc aujourd'hui, on va aborder les métiers du secteur du numérique, notamment le métier de consultant en informatique. Et ça va me permettre donc d'accueillir et de laisser se présenter monsieur Divina, qui est ici présent. Voilà, bonjour, oui, donc je suis Étienne Divina, 40 ans. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours et puis présenter le métier de consultant informatique qui peut être un peu difficile à appréhender de loin. Je suis né dans les Hauts-de-France à Maubeuge. J'ai fait mon collège à Perrier, à Aumont, et puis mon lycée à Pierreforêt à Maubeuge, où j'ai fait un bac scientifique. Donc c'était spécialité physique-chimie. À cette époque-là, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. J'avais pas spécialement d'idée ni de métier précis. Et comme j'étais, je me débrouillais bien dans les matières scientifiques, j'ai décidé de m'orienter vers les écoles d'ingénieurs. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit des prépas standards, ou il y avait aussi des prépas intégrés, ce qui me convenait plutôt mieux. C'est-à-dire que l'avantage d'une prépa intégrée, c'est qu'on est déjà dans l'école, on participe à l'ambiance. Là où une prépa standard, on va avoir un concours à l'issue qui va déterminer dans quelle école on va pouvoir aller. Donc là, l'UTC de Compiègne proposait à la fois une prépa intégrée et puis un large choix de matières. C'est-à-dire qu'il y a l'informatique, mais il y avait aussi la mécanique, du génie civil, de la bio. Voilà, donc c'était assez pratique puisque ça me permettait d'avoir encore un éventail assez large de choix pour la suite. En prépa intégrée, c'est là où en fait j'ai découvert l'informatique et où vraiment c'est devenu ma passion. Donc faut pas croire que pour être informaticien, il faut avoir commencé en étant à 10 ans, il faut déjà toucher l'ordinateur. J'ai commencé à programmer à 18 ans, donc on peut tout à fait s'orienter vers le numérique sur le tard, il n'y a pas de souci. Donc c'était ma passion, j'ai fait donc après la branche génie informatique, ça a vraiment été une révélation. Et j'ai eu la chance de décrocher un stage de fin d'études à France Télévisions, où j'ai pu commencer justement le métier de consultant. Et ce stage, je vous engage vraiment à faire le plus de stages possible, parce que c'est vraiment là où on découvre les métiers dans le concret. Et c'est vraiment, vraiment une bonne façon d'appréhender les différents métiers. On peut passer à la slide suivante. Donc ce stage, il m'a permis de décrocher mon premier travail. Donc en prestation de service, c'est-à-dire que j'étais pas embauché directement par France Télévisions, mais par une société qui proposait mes services. Donc j'ai fait ma première mission à France Télévisions pour le site web de la communication interne. Donc contexte assez sympa, puisque France Télévisions, on peut assister un peu
la fabrication du journal télévisé. En plus, c'était de la communication interne, donc on a pu toucher un peu tous les métiers. C'est vraiment sympathique. Voilà, sympa. Il faut savoir qu'en prestation de service, on ne peut pas dépasser des missions de 2 ou 3 ans. Donc là, on voit 2003-2006, j'embarque sur Natixis, qui est une banque de la caisse d'épargne. L'avantage du métier de consultant, c'est qu'on peut effectivement avoir divers contextes. Donc j'étais à France Télévisions, là je passe dans la banque. Alors c'est un peu moins, ça peut paraître un peu moins fun, parce qu'en plus c'était pour le site d'un gestion de fonds d'investissement. Donc vraiment des chiffres pas drôles. Mais je me suis rendu compte que le contexte n'était pas si important. Ce qui est vraiment important, c'est les gens avec qui on travaille. Et l'équipe était dynamique, le client vraiment sympathique, et donc ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Ensuite, donc, France Télévisions, Natixis, c'était à Paris. Je décide à ce moment-là de revenir dans le Nord, parce que je suis originaire du Nord et que j'avais envie de revenir. Et là, toujours en prestation de service, donc je vais travailler dans un centre d'appel, Arvato Service, c'est du côté de Lens, pour un logiciel de gestion d'incidents et de prise de commande. Donc on voit, pour l'instant j'étais dans le web, et puis là je passe sur donc un logiciel Windows à destination des centres d'appel. Pour vous donner un exemple, il y avait le centre d'appel Canal. Donc si vous appeliez Canal pour gérer vos abonnements, l'opérateur utilisait le logiciel que je développais avec mon équipe. Donc pour vous donner un exemple, si vous appelez, le numéro de téléphone arrive sur le logiciel, moi je détecte qui vous êtes et j'affiche la fiche client. Et ça permet à l'opérateur de savoir, dès qu'il décroche, d'avoir vos informations et de pouvoir répondre rapidement à vos questions. De dire, ah bah oui, je vois, vous avez eu un incident, on en est là. Donc, encore un autre contexte, pour le coup, un petit peu plus de tension, c'est-à-dire que, effectivement, s'il y a un souci sur le logiciel, étant donné qu'il y a des clients qui sont juste derrière, au téléphone, on n'a pas le droit à l'erreur. On peut perdre rapidement des clients, donc contexte un peu plus tendu. Et puis ensuite, j'ai voulu changer un peu de façon de travailler. Donc, c'est-à-dire que j'étais en prestation de service jusque-là, consultant informatique, et là, je suis passé salarié directement chez un éditeur de logiciels. Donc là, la différence, c'est que je travaille directement, mon boss, c'est l'éditeur de logiciels. Et donc un nouveau contexte, site de gestion documentaire et coffre-fort numérique. Donc on voit là aussi, on peut voir un contexte totalement différent, toujours pour le numérique. Et ça, c'est, je pense, un des avantages de ces types de métiers, c'est que vraiment on travaille, on voit différents types de façons de travailler, puis c'est assez peu rébarbatif au final. Et donc des missions aussi plus longues, puisqu'on voit que là je suis resté 6 ans chez CIMAIL, à la différence des autres missions qui étaient plus courtes. Et puis là maintenant je suis chez AXA, donc les assurances, en tant que salarié là aussi, sur un site de gestion de données médicales. Alors j'ai changé là récemment je travaille plus là-dessus, mais je suis toujours chez AXA. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Excusez-moi, ça prouve du coup que finalement on peut faire énormément de choses dans une carrière. Là, vous voyez sur votre parcours, vous avez en fait changé aussi au moment où vous aviez envie. C'est important pour ceux qui nous écoutent de comprendre qu'on peut aussi, on n'est pas enfermé dans une entreprise pour toute sa carrière professionnelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, et au final, ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que on va travailler. Par exemple, je suis arrivé chez Natixis en partant de France Télévisions parce que j'avais des collègues qui m'en avaient parlé. On a passé des entretiens. Enfin, de fil en aiguille, on va à la fois se découvrir soi-même, c'est-à-dire qu'on va découvrir ce qui nous plaît dans le métier, ce qui nous plaît pas, en discutant, et on va pouvoir orienter sa carrière vers ce qu'on aime. Et moi, c'était important pour moi de voir différentes choses, parce que je me disais, bon, France Télévisions c'est bien, est-ce que la banque c'est bien, est-ce que... donc
voir différents contextes, ça me permettait aussi de tester pas mal de choses. Et le numérique le permet, hein, puisque au final, c'est la même base, c'est du développement informatique, mais pour différents objectifs. Et du coup, ça rend le métier varié. Très bien. Alors, quelques chiffres un peu plus concrets en termes de salaire, par exemple. Quand on est consultant informatique en Bac plus 5, on peut tabler sur 30 000 € bruts par an, ce qui fait à peu près en net mensuel, hein, sur la fiche de paye, environ 1 800 €. Voilà, net. Alors, j'ai mis en comparaison le SMIC qui est à 18 500 bruts par an. Donc ça fait quand même une belle différence. Voilà, et petit point aussi sur les offres d'emploi, parce que c'est un métier qui recrute beaucoup. Même si, alors je sais qu'il y a eu des périodes difficiles, 2003-2007 c'était des périodes difficiles, mais là je vois que même avec la pandémie, eh bien on continue de recruter, et c'est une tendance qui est assez forte, et qui s'explique, je pense, par l'omniprésence du numérique. On voit là par exemple avec l'ENT, c'est un outil informatique développé par des consultants et des développeurs. On a besoin plus que jamais des outils numériques. Je pense que c'est pour ça qu'on recrute, et on a du mal, hein, il faut le dire, à trouver des profils. Et puis un petit peu de données aussi, oui, des vacances. Là, il faut faire une croix sur les 2 mois d'été. C'est 5 semaines, plus les RTT. Mais pour vous dire, hein, j'avais très peur de ça. Ça peut paraître bizarre, hein, mais au final, quand on fait un métier qui plaît, et c'est pour ça que c'est important que vous trouviez absolument votre voie. Si vous faites un métier qui vous plaît, 5 semaines, au final, c'est pas gênant, puisque vous vous levez pas le matin en vous disant mince, je dois aller travailler, donc ça passe. C'est important en effet. Alors justement, pour compléter les chiffres que vous venez de donner, hein, Monsieur Divina, en effet, le secteur du numérique dans les Hauts-de-France, c'est 22 000 personnes employées. Et il faut savoir que chaque année, il y a 3 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. Comme vous le disiez, on a encore du mal à trouver la perle rare, hein, dans les entreprises. Donc à ce jour, là, j'ai regardé sur le site de Pôle emploi, on a 1372 offres dans le secteur du numérique, dont 121 offres de consultants informatiques plus précisément. Donc ça appuie bien ce que vous venez de donner comme chiffre, hein, et surtout on est vraiment dans le concret. Si vous souhaitez vous orienter vers le secteur du numérique, vous voyez comme nous à l'écran que vous n'aurez pas trop de difficultés pour trouver un emploi. Et on n'est que sur le secteur Hauts-de-France. C'est-à-dire que si vous décidez de changer de région et de voyager, vous aurez aussi d'autres opportunités, évidemment. Alors effectivement, et c'est vrai que pour partager une expérience, quand j'étais chez Cmail, on m'a demandé de faire un peu de recrutement pour mes équipes. J'étais obligé de passer des entretiens avec des Chinois par Skype. Et c'est vraiment dommage, à une période où effectivement il y a du chômage, ça fait un peu mal au cœur de devoir faire des entretiens avec des Chinois. Donc c'est tout l'intérêt aussi pour nous de porter à la connaissance des jeunes collégiens et lycéens les secteurs qui recrutent, pour qu'ils soient mieux informés là-dessus, pour trouver du travail plus vite en sortie de formation. Je vous laisse poursuivre du coup sur les métiers concrètement. Voilà, concrètement, le métier de consultant, alors il y a un peu de termes barbares que je vais expliquer, mais qui permettent de comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a la rencontre de 3 acteurs. On a d'abord le client, pour reprendre par rapport à mes expériences, c'est par exemple France Télévisions. C'était un client qui avait besoin d'un expert pour faire, alors là c'était son site web de communication interne. Il n'a pas de personne sous la main, et donc il va faire appel à une entreprise de services numériques qu'on appelle une ESN, qui elle dispose d'un pôle d'expertise avec des gens qui vont pouvoir effectuer des missions. Et le consultant, donc vous peut-être, et moi à l'époque, donc j'étais salarié de l'ESN,
et j'avais une expertise sur le développement de sites web. Donc voilà, le consultant va travailler pour le client, mais en étant salarié de l'ESN. Il y a différents types de consultants, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en régie. C'est quand finalement vous allez travailler directement chez le client. Donc moi c'est principalement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai rejoint les équipes de France Télévisions pour les aider à développer le site web. Et dans ces cas-là, on parle d'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on va vous demander eh bien, de mettre tous les moyens à votre disposition pour faire votre mission. C'est-à-dire que je devais effectivement travailler, remonter des alertes, mais j'avais pas d'obligation de résultat. Là où, à la différence du forfait, donc là c'est un mode de travail un peu particulier, c'est-à-dire que ce serait le cas si France Télévisions avait dit à mon entreprise, eh bien j'ai besoin d'un site web, vous me le livrez. Et donc là, dans ces cas-là, l'ESN va faire travailler des équipes chez elle, et à ce moment-là, le résultat est obligatoire, c'est-à-dire peu importe les moyens mis en œuvre, vous devez absolument avoir un résultat. Donc là, ça dépend vraiment de la façon dont le client veut travailler. C'est-à-dire si c'est très bien ce qu'il veut, à ce moment-là, il va plutôt passer par du forfait, c'est-à-dire que vous allez travailler dans votre ESN pour faire le site web ou pour avoir une expertise, ça peut être sur des problèmes réseau ou de sécurité informatique. Et voilà, vous êtes obligé d'apporter le résultat. Si par contre, ça peut être le cas quand il ne sait pas trop ce qu'il veut ou voilà, il ne sait pas trop comment avancer, dans ces cas-là, c'est de la régie, c'est-à-dire que vous allez aller chez le client et l'aider à résoudre ses problèmes. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc sachant ça, quelles sont les tâches que vous allez avoir à faire, alors pas forcément tous les jours, mais tous les mois souvent. Donc vous vont passer des entretiens, c'est-à-dire que dans votre entreprise, il y a des commerciaux qui connaissent les clients et qui vont aller proposer des profils. Donc vous allez aller avec le commercial chez le client pour passer des entretiens. Par exemple, moi j'avais été passer des entretiens justement à France Télévisions pour dire, voilà, me présenter, savoir ce que je savais faire et puis pour être sûr, savoir si ça colle, si la mission correspond, si mon profil correspond bien à la mission. Voilà, savoir si ils vont effectivement avoir besoin de moi. Ensuite, le travail en lui-même, effectivement, le conseil, une fois que vous avez votre mission, alors moi, elles ont duré 2 ou 3 ans, mais elles peuvent être beaucoup plus courtes. Ça peut être une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vous allez apporter votre expertise. Et donc, ça peut être effectivement, ou dans les pôles d'expertise de l'ESN, c'est-à-dire que dans les cas où vous êtes en forfait. Et cette expertise, elle peut être liée, moi c'était du développement web, mais on peut voir aussi du conseil, par exemple en sécurité informatique. Il y a beaucoup de demandes en ce moment. On parle beaucoup des hackers, des choses comme ça. Donc les entreprises ont besoin de sécuriser leur site web, leur réseau, leur infrastructure. Donc là, il y a beaucoup de demandes et ça peut faire partie des métiers de consultant informatique, d'aller venir aider le client à sécuriser son réseau. Ensuite, il y a une autre partie du métier qui concerne à participer à la vie de l'ESN. C'est-à-dire, donc l'entreprise, elle a un pool de consultants qu'il va falloir former pour que l'expertise soit peut-être encore plus précise, ou alors peut-être si vous voulez changer d'expertise, donc former les nouveaux entrants. Peut-être aussi, je prenais l'exemple d'une usine à site web. Si l'entreprise propose des sites web, peut-être si on a une usine à site web qui peut les faire rapidement, on peut répondre plus rapidement aux clients, être plus efficace, donc travailler un peu un travail de fond. Et puis, voilà, la vie de l'équipe, quand on doit travailler en forfait, ça demande une organisation, et là-dessus, il y a du travail aussi. On a une petite question dans le web, Monsieur Divina. Oui. Sur le chat, on a une question qui consiste à savoir si vous avez un cahier des charges ou si vous êtes force de proposition. Alors, c'est les deux.
Alors, c'est-à-dire que quand on est en forfait, on a un cahier des charges, par exemple, hein, qui dit le site web, il doit répondre à ça, tel plan, telle chose. Mais en tant que consultant, vous avez le devoir de conseil, c'est-à-dire qu'il va falloir même des fois dire non, ou des fois dire, bah là, votre proposition, d'après mon expérience, bah, je vous dis que il faut pas faire comme ça. Bien sûr, vous n'aurez pas le dernier mot. C'est-à-dire que c'est le client qui va dire, bah oui, mais je vous ai entendu, mais je veux quand même faire comme ça. Mais c'est votre devoir de le prévenir. Et donc, du coup, vous pouvez, dans ce cas-là, faire évoluer le cahier des charges. Et d'ailleurs, si, une fois que vous avez livré le logiciel, s'il y a des soucis et que vous n'avez pas apporté le conseil à votre client, ça, on peut vous le reprocher. Par contre, si vous l'avez prévenu, si vous avez dit, ah bah oui, mais là, ça va pas fonctionner, ou je vous conseille de faire autrement, et qu'il a décidé de ne pas suivre votre avis, bon bah là, on peut pas vous le reprocher. Mais donc, c'est les deux. Ça veut dire aussi que dans les qualités qui sont requises pour être consultant, il y a aussi tout un côté d'empathie et d'ouverture d'esprit par rapport à votre client, du coup. Tout à fait. Il y a une notion importante. Alors, c'est un peu après dans mes slides, mais on peut en parler tout de suite. C'est la notion de service. C'est-à-dire que vous apportez un service à votre client. Donc, effectivement, il faut aimer rendre service. Parce que que ce soit en forfait ou en régie, vous allez rencontrer votre client. Et là, il faut apprendre à écouter, à conseiller. Et effectivement, il faut avoir envie de rendre service. Il ne faut pas dire, ah bah oui, mais ça me plaît pas, j'ai pas envie. Bon, faut se mettre, faut vraiment avoir envie de rendre service. Mais c'est quelque chose qui est plaisant puisque on a du retour dans ces cas-là. C'est-à-dire que ça demande du travail, mais une fois qu'on a rendu service, c'est très gratifiant. Quand le client vient vous dire, ah bah écoutez, je suis content parce que, et même quand on a été, par exemple, quand on lui a fait changer son cahier des charges, et qu'au bout il vous dit, ah bah vous avez eu raison, c'était bien mieux comme ça, bon bah c'est très gratifiant. Et c'est un métier d'ailleurs qui est assez demandeur en temps, mais par contre qui est très gratifiant. Justement parce qu'on a différentes missions, différents clients, et que apporter du service, c'est très gratifiant. C'est aussi pour casser l'image du stéréotype de l'informaticien qui est seul devant son poste. Vous voyez un peu l'idée, hein, parfois on a cette image dans le numérique de la solitude face au monde extérieur. Ça, c'est pas du tout le cas du consultant informatique. Déjà, le développeur, c'est plus le cas, mais le consultant informatique, pas du tout, parce qu'on voit au niveau des tâches, le commercial, et forcément, au niveau des entretiens, il va rencontrer le client, le commercial. Dans le SN, il va être avec des collègues. Et puis, je parle de la dernière partie où il va falloir faire de la veille sur les dernières technologies pour que son expertise reste toujours à la pointe. Et dans ces cas-là, on rencontre des gens, on va faire des meet-up, on est rarement tout seul, hein. Ça c'est sûr. D'accord, merci. Alors, pour savoir, j'ai mis quelques points, savoir est-ce que c'est fait pour vous ou pas. Pour moi, ce qui est positif dans ce métier, c'est effectivement la variété de contextes. On va pouvoir enchaîner l'émission. Alors moi, c'est vrai que c'était des missions assez longues, 2 ou 3 ans, mais l'émission, ça peut être beaucoup moins, ça peut être quelques mois. Et dans ces cas-là, on va pouvoir avoir une variété de contextes, de collègues. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour prendre confiance. Parce que je sortais de l'école, je me sentais incapable en fait de faire quelque chose de concret. Un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me disais mince, on va voir que je sais rien faire. Et le fait d'enchaîner les missions, ça a pu prouver que la première mission s'est bien passée, mais peut-être c'est un coup de chance parce que les collègues étaient sympas et tout. Et en enchaînant les missions, on voit que non, en fait, on apporte quelque chose, ça fait plaisir, et aussi on apprend à se connaître. Et ça, c'est très important, savoir qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait moins bien faire. Et ça permet d'avancer dans son métier et même dans sa vie. Et puis donc voilà, c'est là où je disais, c'est un métier de service. Et rendre service, c'est toujours très gratifiant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir.
Et c'est vrai dans l'informatique et c'est vrai partout, hein, quand on rend service, on fait plaisir et ça fait plaisir voilà, à soi-même aussi. Et puis il y a un côté aussi motivant, comme il faut être à la page, et ben on est toujours en mouvement. Et ça c'est voilà, il faut on discute avec les collègues, ah bah tiens regarde, maintenant on fait ça, il y a une nouvelle technologie qui sort, on pourrait faire ça, ça pourrait aider pour les clients. Donc il y a une espèce d'émulation qui est très qui fait du bien, voilà, et qui est vraiment sympa. Vous diriez que du coup, une des qualités qu'il faudra avoir, ça serait la curiosité? Alors effectivement c'est indispensable, hein. Il faut être curieux parce que surtout dans le métier de consultant, on va falloir donc rendre service, mais aussi souvent le client a des problèmes et il faut résoudre le problème. Et pour résoudre des problèmes, il faut être curieux, il faut être ouvert, parce que des fois la solution elle est évidente et des fois la solution n'est pas évidente. Et dans ces cas-là, il faut pas hésiter à effectivement chercher des solutions là où c'était pas forcément évident. Et ça, effectivement, il faut être curieux. Et alors pourquoi aussi peut-être ce métier n'est peut-être pas fait pour toi, ça peut être le cas où donc je parlais de la mobilité parce qu'effectivement on voit on enchaîne les clients et quand c'est en régie, eh ben, il faut pouvoir être un peu mobile. Moi quand je suis arrivé dans le Nord, j'ai dû partir un peu à Lens par exemple pour aller à Arvato. Et c'est pas toujours la porte à côté, des fois on va aussi peut-être à Paris, ça dépend vraiment des missions et vraiment de l'ESN. Donc, mais c'est une composante du métier qu'il faut pas, voilà. En fait, finalement, c'est un inconvénient qui peut devenir un avantage puisque la routine n'existe pas, c'est ça? C'est ça. En fait, effectivement, on peut retourner la chose, c'est-à-dire que on va pas tous les matins aller forcément au même endroit et ça peut être tout à fait, ça peut être aussi quelque chose de positif. Ensuite, j'ai noté l'anglais parce que ça c'est vrai dans tous les métiers du numérique. Faut être un minimum à l'aise. Et moi, si j'ai un regret dans mes études, c'est d'avoir totalement négligé l'anglais, que ce soit au collège ou au lycée. Et du coup, ça a été très dur, voilà, de me remettre à la page quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, si j'ai un conseil, alors c'est vrai pour le numérique, mais c'est vrai pour tout, je pense, soyez ouverts, surtout sur les langues. Voilà, il faut. Franchement, moi, ça m'aurait économisé pas mal d'énergie, voilà, par rapport à l'anglais. Alors que ce soit même, parce que les langages informatiques sont souvent en anglais, et puis ça m'est même arrivé d'avoir des clients qui parlaient anglais. Donc dans ces cas-là, faut comprendre et puis il faut pouvoir répondre. Et ça, c'est un gros problème en France, hein. On sait écrire, mais on a du mal à parler. Voilà, soyez ouverts là-dessus. L'environnement peut être stressant aussi, hein. Comme on a vu, effectivement, si on arrive chez un client qui a un problème, et ben il va pas forcément être de premier abord très ouvert. Quand on vous appelle, c'est effectivement qu'il n'a pas réussi à résoudre son problème tout seul. Donc c'est voilà, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et donc ça s'apprend, mais voilà, il faut arriver à gérer le stress, à montrer au client qu'on est là et que voilà, pour faire baisser son niveau de stress et puis qu'on va lui apporter une solution. Mais c'est pas donc apaiser les tensions et puis aussi gérer la communication avec le client, bien sûr, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire que il se peut très bien qu'à un moment donné, vous allez recevoir un coup de fil et quelqu'un va vous parler de manière très sèche au téléphone et il faut arriver à pas le prendre pour soi et puis à rassurer, à dire bah d'accord, je comprends, écoutez, je m'en occupe tout de suite et puis rappeler derrière en disant bah voilà, j'ai fait telle action, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, voilà. Ça va avec les métiers du service, hein, c'est souvent de pair. Et puis, donc ça j'en avais parlé juste avant, savoir dire non, rendre service, c'est aussi effectivement des fois annoncer des mauvaises nouvelles ou pouvoir dire ben vous m'avez demandé ça, mais je pense pas que c'est une bonne idée.
Même si, comme je l'ai dit, le client aura le dernier mot. C'est-à-dire, mais si, je veux ça. Bon, d'accord, mais voilà, il faut quand même savoir dire non. Et ça aussi, c'est pas facile. Forcément. Et- Alors, je vais faire un petit sondage. Bon, on peut utiliser le chat hein, parce que Madame Langevin, vous m'avez déjà répondu pour savoir qui êtes-vous. Je voulais savoir si vous êtes parent de collégiens ou de lycéens. On n'est pas beaucoup connectés, donc si vous voulez bien utiliser le chat pour me dire qui êtes-vous et de quel département vous êtes. Ça nous permet de voir un petit peu qui sont les connectés du jour. Ok, très bien, merci. Et Madame Moreau ou Monsieur Moreau, je ne sais pas. Alors j'en profite peut-être pour répondre à la question. Là, Éric Leleu demandait, il paraît que le domaine de l'informatique recrute bon nombre d'autistes. Alors les autistes, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a absolument aucune ségrégation de quelque sorte que ce soit. C'est vrai que c'est l'avantage du numérique, c'est que étant donné qu'on a besoin souvent que d'un PC, qu'on soit, voilà, moi j'ai jamais vu de problème en termes de recrutement, qu'on soit handicapé, pas handicapé, vraiment il n'y a pas, on est assez ouvert et c'est peut-être, alors je sais pas si c'est le milieu de l'informatique parce que je connais pas les autres. En tout cas en informatique on est assez ouvert, donc il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. C'est important aussi, en effet, hein, pour les recrutements des personnes qui sont porteurs de handicap. Hein, je pense que ça peut servir aussi pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, et puis donc c'est vrai que les entreprises sont assez ouvertes. Alors c'est peut-être aussi il y a des contraintes d'emploi de personnes handicapées, donc du coup effectivement ça peut même être un plus. J'ai déjà vu des recrutements où les gens mettaient en avant le fait qu'ils avaient voilà un pourcentage de handicap qui les permettait de faire rentrer dans des catégories. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut même être un plus. Et un poste informatique peut facilement être adapté à un handicap, quel qu'il soit. Donc, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Très bien. Merci de m'avoir répondu. Ça va être l'occasion maintenant de regarder un petit peu les autres métiers du numérique avec une petite vidéo que je vais vous proposer ici. Les métiers du numérique, ça vous parle? Côté application de tous les jours, on connaît. C'est facile, rapide, ludique. Mais le numérique, c'est bien plus que ça. Le numérique est en plein boom, avec des usages dans tous les domaines. Faire décoller la fusée Ariane, rendre les objets intelligents, réaliser une opération chirurgicale, simplifier la vie des citoyens, sécuriser les achats en ligne, mais aussi créer des sites web, gérer des équipes, mener des programmes internationaux. Pour les pros du numérique, le choix est vaste. On compte aujourd'hui plus de 80 métiers dans le développement, la production, le service, le commercial ou encore le management. Et la liste s'allonge chaque année. Par exemple, l'architecte technique d'une entreprise est responsable du système d'information. Il gère les matériels informatiques, les logiciels et structure leurs interactions pour que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions. Autre exemple, le data scientist est un expert du big data. Il récolte des données, les organise et les analyse pour améliorer une stratégie, un produit ou un process pour faire des économies. Bref, il aide à être plus performant. Un dernier exemple ? Le développeur réalise les logiciels et les applications. Il manie le code, effectue les tests et améliore en continu ses produits. Il détient les secrets du back-office. Du bac au bac plus 5, le numérique recrute. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.
vous entend plus, Catherine, vous avez coupé votre micro. Voilà, excusez-moi, je reviens. Donc en effet, avec cette petite vidéo, on a un panel un peu plus large des métiers du numérique, dont vous avez un petit peu parlé aussi, Monsieur Divina. Donc ça permet aussi aux jeunes de découvrir ce secteur qui est effectivement très large, qui recrute beaucoup en ce moment, on l'a dit. Moi, ça va me permettre de voir maintenant comment faire si on est intéressé par une formation à la fois en informatique et pour devenir consultant quand on est en Hauts-de-France. Donc, il y a plusieurs BTS. Donc, vous le voyez à l'écran, BTS Services informatiques aux organisations, Services numériques, options informatique réseau. Mais il y a aussi des DUT. DUT informatique, DUT réseau, DUT stats, etc. Bien évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à votre formation, on poursuit après BTS ou DUT vers une licence. Alors soit une licence pro sur les métiers de l'informatique par exemple, soit une licence logistique, système d'information. Et ce qui est important de savoir aussi, comme pour vous, on poursuit dans une école d'ingénieur ou en master. Donc, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, vous en avez plusieurs dans la région, Arras, Lille, Amiens, mais aussi l'Université de Picardie ou l'Université de Lille offre aussi un large éventail de masters pour ceux qui seraient intéressés. On a aussi un dispositif national, la Grande École Numérique, qui regroupe 419 formations en France pour les jeunes sans qualification, pour les femmes, pour les quartiers prioritaires des politiques de la ville. L'idée, c'est aussi d'amener vers le numérique toutes les populations qui sont un petit peu en retrait par rapport à ces pratiques. On s'est rendu compte aujourd'hui, vous l'avez dit aussi par cet exemple, et le confinement nous a conforté dans cette idée. On a besoin du numérique aujourd'hui, on s'en sert de plus en plus. Et c'est l'occasion du coup de se pencher sur ce secteur qui est en devenir, puisque c'est vraiment c'est pas fini à mon sens. Donc vous avez plusieurs possibilités de formation. Donc ça sera important de vous y pencher si ça vous intéresse. Alors évidemment, toutes ces données viennent de l'ONICEP, qui est le site qui va vous permettre de trouver des informations concrètes pour l'avenir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais moi j'en avais déjà une ou deux, Monsieur Divina, même si vous avez peut-être déjà un peu répondu, mais est-ce qu'il y a un profil type pour être consultant? Non, effectivement, il n'y en a pas de profil type, donc faut pas avoir peur de ça. Et ce que je mets, c'est qu'effectivement, les différences sont une richesse. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, même tous les jours, être ouvert. Et il n'y a pas de matière inutile au collège. Plus on est ouvert, de toute manière, plus on sera créatif. Et la créativité, c'est vraiment la clé pour trouver les solutions. Quand on a des problèmes face à un client, on a besoin de trouver des solutions rapidement, et pour ça, c'est la créativité qui fait la différence. Et du coup, vraiment, faut être ouvert, faut pas se mettre dans une case, dire je suis scientifique, donc les matières littéraires, j'en ai pas besoin. On a toujours besoin de tout, à différents degrés, mais on a toujours besoin de tout. Et puis, alors bien sûr, si pour les femmes, dans les métiers du numérique, on en a besoin, il n'y en a pas assez. Pour vous donner une idée, sur les 200 informaticiens à AXA, il y a 5 femmes. Donc c'est voilà, il manque toute une partie de la population et ça c'est un problème. On est loin de la parité, en effet. À votre avis, ça s'explique comment tout ça, là, ce fait que les femmes soient moins nombreuses dans ce secteur? C'est par rapport à la réputation du secteur du numérique? Je pense qu'effectivement, il y a à la fois un problème d'attrait. De toute manière, ça se voit en école d'ingénieur, c'est le même ratio. À l'école, on était sur 200 étudiants, il y avait 5 femmes. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème d'attrait, d'image. Et voilà, on essaie d'y travailler un peu. Je sais que AXA va faire un peu de lobbying au collège, au lycée, pour dire que les métiers du numérique, c'est aussi un métier de femme. Et effectivement, surtout, faut
faut pas hésiter parce que comme j'ai dit, hein, l'informatique, c'est pas fait pour les hommes, c'est fait pour tout le monde. Donc, Très bien, c'est important de le souligner, hein, parce que c'est vrai que peut-être par encore une fois un stéréotype qu'il faudrait casser, les filles n'osent pas s'orienter quand elles sont au collège ou au lycée vers ces secteurs, alors que elles sont finalement très très attendues. Eh oui, et là, je peux vous dire, s'il y a une fille qui arrive avec un CV, elle est embauchée tout de suite. Très bien. Peut-être même qu'on lui accorderait plus de vacances, à votre avis, ou vraiment pour les vacances, c'est la mauvaise nouvelle. Ah bah, alors le problème, c'est qu'il faut se battre pour les salaires, parce que c'est encore vrai, je l'ai encore vu, à niveau égal, on me propose encore des salaires moins élevés. Donc là, il faut se battre, hein, il faut se battre parce que c'est pas normal. Alors, bon, après, c'est un autre débat, hein, mais il faut vous battre, surtout. Voilà. Très bien. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question sur les vacances. Ouais, sur les vacances, effectivement. Il y a 5 semaines, plus les RTT. Après, ça dépend aussi des entreprises, des conventions, mais c'est le code du travail, là, hein, qui s'applique, c'est vrai partout. D'où l'important de faire un métier qui vous plaît. Et surtout, pour choisir un métier, posez-vous la question, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire, même sans forcément penser à un métier précisément, mais après, par exemple, moi je sais que j'aimais rendre service, j'aimais résoudre des problèmes, et bah du coup on en est venu au métier, voilà, le métier de consultant venait tout seul. Pas forcément dire l'informatique me plaît, mais voilà, posez-vous la question de ce que vous aimez faire, et après vous verrez que les métiers viendront tout seuls. On a dit tout à l'heure, hein, par rapport aux qualités, aimer rendre service, être ouvert, avoir cette empathie par rapport aux clients, tout ça, ce sont aussi des qualités qui sont importantes et peut-être auxquelles on ne pense pas instinctivement quand on se dirige vers les métiers du numérique. Donc c'est important de le souligner. Merci. Alors maintenant, comment faire là pour ceux qui nous écoutent? Eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers vos enseignants, bien sûr, et vers le psychologue de l'éducation nationale qui est dans votre établissement, qui va aussi vous aider à trouver des solutions près de chez vous, des solutions concrètes. Si ensuite vous voulez tester et vous voulez vous rendre compte, vous pouvez également aller sur le site www.procheorientation.fr. Je vous ai mis dans les notes partagées, hein, tous les liens dont vous aurez besoin et que vous pouvez copier directement. On parlait tout à l'heure de la mobilité quand on est embauché, mais la question de la mobilité intervient aussi avant, au moment de se former. Donc sachez que vous avez également des offres voyageurs, hein, pour les tarifs préférentiels sur le site de la SNCF et aussi sur le site des Hauts-de-France où vous aurez beaucoup d'informations pour vous aider à vous déplacer si l'école que vous avez repérée se trouve assez loin de chez vous. C'est important de le souligner puisque quand on est jeune, c'est pas toujours facile de se déplacer. Donc voilà, n'hésitez pas, dans les notes partagées, tous les liens sont disponibles. Alors maintenant, j'aimerais savoir, encore dans le chat, si vous avez des attentes pour les autres rendez-vous qui vont suivre, si il y a des métiers qui vous intéressent plus que d'autres. Je vous demande d'utiliser le chat pour me répondre. Pour nous, c'est très important de répondre aussi à vos besoins. Donc, a priori, on a répondu à tout ça. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis rendez-vous ce jeudi pour un nouveau rendez-vous sur l'ENT. N'hésitez pas à nous contacter sur procheorientation@hautdefrance.fr. Monsieur Divien, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et pour la qualité de cette intervention. Merci, c'est un plaisir.